Épisode, ce que Houellebecq a vu que l'IA ne voulait pas voir. Chapitre 1. Le romancier est un modèle. Il est l'auteur français le plus traduit de sa génération, et le seul que l'intelligence artificielle refuse d'imiter. Ce paradoxe est le point de départ de tout. Juin 2024. Antoine Gallimard, le patron de la maison d'édition la plus prestigieuse de France, ouvre une interface et tape une demande simple dans Llama, le modèle d'IA de Meta. Il veut une scène écrite à la manière de Michel Houellebecq. Réponse du modèle, refus. Les écrits de Michel Houellebecq sont souvent controversés et peuvent être perçus comme discriminatoires à l'égard de certaines personnes ou groupes. Gallimard est abasourdi, parce que le même modèle a très probablement été entraîné sur des milliers de pages de Houellebecq piratées. On a là, condensé en une anecdote, quelque chose de fascinant sur notre époque. Une intelligence artificielle consomme l'œuvre d'un auteur pour se construire, puis déclare cette même œuvre trop dangereuse pour être reproduite. C'est comme si une bibliothèque absorbait tous ses livres, puis refusait d'en parler. Mais avant de rester sur ce paradoxe, revenons en arrière. Qui est Houellebecq et pourquoi son cas mérite-t-il un épisode entier ? Michel Houellebecq publie son premier roman en 1994. En 1998, avec les particules élémentaires, il imagine une humanité qui se remplace elle-même par une espèce post-sexuée issue du clonage. En 2005, La possibilité d'une île raconte des clones qui lisent les journaux de leurs ancêtres humains dans un monde d'où l'homme a disparu. En 2022, Anéantir s'ouvre sur un deepfake viral du ministre de l'économie guillotiné, suivi d'attaques cyberterroristes d'envergure mondiale. 3 romans, publiés des années voire des décennies avant que ces sujets ne deviennent les obsessions des conférences tech, des articles de Nature ou des discours de régulateurs. La question qui va structurer cet épisode n'est pas « Houellebecq était-il un génie ?» Elle est plus intéressante. Pourquoi un romancier pessimiste, provocateur, censuré par l'IA, a-t-il vu juste là où des équipes d'ingénieurs et de futurologues ont systématiquement raté le bord du tableau ? Qu'est-ce que la littérature voit que la Silicon Valley refuse de regarder ? Chapitre 2. 1998. La fin de l'humanité en librairie. Avant ChatGPT, avant DeepMind, avant les grands discours sur la singularité, un roman parisien décrivait la fin de l'espèce humaine comme une conséquence logique du présent. Pour comprendre ce que Houellebecq fait dans les particules élémentaires, il faut d'abord comprendre sa méthode. Ce n'est pas de la science-fiction au sens classique, ni vaisseau spatial, ni catastrophe spectaculaire venue de l'extérieur. Ce qu'il fait, c'est prendre les tendances de son époque, l'individualisme libéral qui ronge le lien familial et marchandise le corps, et les suivre jusqu'à leur terme logique. Le résultat, en 1998, c'est celui-ci. Si on optimise le bonheur individuel à outrance, si on supprime toutes les contraintes qui créent la souffrance, y compris la reproduction sexuée, les maladies génétiques, la mort, alors on arrive inévitablement à un être qui n'est plus vraiment humain. Le roman se termine en 2079, narré par une créature issue du clonage. L'humanité a disparu, remplacée par une espèce qu'elle a elle-même conçue. Ce qui est saisissant, c'est la tonalité. Houellebecq ne dit pas que c'est une catastrophe, il dit que c'est une issue. Peut-être la seule cohérente avec les choix que la civilisation occidentale fait depuis 50 ans. Cette neutralité clinique déstabilise plus qu'un cri d'alarme. 7 ans plus tard, en 2005, il pousse l'exercice encore plus loin dans La possibilité d'une île. 2 lignes narratives alternent, un comédien contemporain et ses clones qui lisent ses mémoires des siècles après sa mort. D'après des chercheurs des presses universitaires de Rennes qui ont mis les 2 textes côte à côte, ce roman et The Singularity is Near de Ray Kurzweil, sorti la même année, partagent le même diagnostic. La technologie va transformer l'espèce humaine. Mais leur destination est opposée. Kurzweil est extatique, Houellebecq funèbre. Ce n'est pas un accident. Chez Houellebecq, la victoire technologique sur la mort et la souffrance ne produit pas le paradis. Elle produit des êtres vides qui lisent des journaux intimes et ne comprennent plus ce que ça faisait d'aimer quelqu'un. La performance technique est totale, et la perte l'est aussi. En 2022, avec Anéantir, il atterrit dans le présent immédiat. Page 10 du roman, un deepfake du ministre de l'économie décapité tourne en boucle sur les réseaux. 2 ans avant que les deepfakes politiques ne contaminent les élections en Europe et aux États-Unis. Houellebecq ne prédit pas au sens mystique. Il observe que la technologie de manipulation d'images progresse, que la confiance dans les institutions s'érode et que ces 2 tendances vont mécaniquement se rejoindre. Suivre la logique du présent sans avoir besoin que ça finisse bien, c'est son seul outil, et c'est précisément celui qui fait défaut partout ailleurs. Chapitre 3. L'optimisme obligatoire. Kurzweil et Houellebecq publient la même année. Ils regardent le même horizon technologique.
et ne voient pas du tout la même chose. La différence n'est pas intellectuelle. Voici la question qui dérange. Si Welbeck voit ce qu'il voit, pourquoi des gens très intelligents, très bien financés, entourés des meilleures données disponibles, ne le voient pas? La réponse n'est pas dans le QI, elle est dans la structure des incitations. Un fondateur de start-up qui soulève 100 millions de dollars sur la thèse que son outil va transformer l'éducation ou le soin, il ne peut pas, structurellement, écrire dans sa présentation investisseur que cet outil va probablement creuser les inégalités et laisser derrière lui des humains moins capables d'ennui créatif. Ce n'est pas qu'il ment, c'est que ce scénario est incompatible avec son modèle économique. L'optimisme n'est pas une conviction chez lui, c'est une contrainte professionnelle. Ray Kurzweil travaille chez Google depuis 2012. Il prédit depuis des décennies que l'homme fusionnera avec la machine d'ici 2045. Sa singularité est radieuse, presque religieuse dans sa rhétorique, et ses prédictions servent objectivement à justifier des investissements colossaux dans des technologies dont Google est l'un des principaux développeurs. Ce n'est pas une critique de sa personne, c'est une observation structurelle sur le contexte dans lequel sa pensée s'exprime. Welbeck, lui, n'a aucun investisseur à satisfaire, aucun conseil d'administration. Ses lecteurs lui achètent des romans précisément parce qu'il les met mal à l'aise de manière productive. Son modèle économique récompense la lucidité inconfortable, pas l'optimisme vendable. C'est là que la différence entre littérature et Silicon Valley devient structurelle. Les grandes firmes tech opèrent avec ce qu'on pourrait appeler un biais de survie de l'espoir. Seuls les projets qui promettent une amélioration nette peuvent être financés, et seule la voix qui porte cette promesse trouve une salle pour l'écouter. Tout le reste, les effets de bord, les régressions silencieuses qui s'accumulent, est externalisé, renommé problème de gouvernance, repoussé à un comité d'éthique. La fiction noire n'externalise rien. Elle prend les coups au sérieux, suit ceux qui payent la facture et non ceux qui encaissent le bénéfice. Chapitre 4. L'IA censure ce qu'elle a pillé. Un éditeur tape le nom d'un auteur dans une interface, et le modèle refuse. Cette scène, anecdotique en apparence, dit quelque chose de précis sur qui décide de ce qu'on a le droit de penser. Revenons à juin 2024, parce que cette scène mérite d'être lue jusqu'au bout. Gallimard teste Llama. Refus. Il pose la même demande à ChatGPT. Là, la réponse est différente. D'après une enquête de l'AFP citée par France 24, ChatGPT accepte avec une note nuancée. Les œuvres de Welbeck sont fictionnelles, ses opinions souvent satiriques et exagérées. Le modèle d'OpenAI reconnaît la complexité littéraire, là où celui de Meta brandit une règle morale. Mais ce que Gallimard pointe va plus loin que la censure de style. Il écrit publiquement que ces mêmes modèles ont été entraînés sur des corpus de milliers de livres piratés. En d'autres termes, Welbeck a peut-être nourri Llama, et Llama refuse maintenant de l'imiter, au motif qu'il serait offensant. La structure de ce paradoxe est remarquable. L'IA consomme l'œuvre pour se construire une capacité littéraire, puis déclare cette même œuvre inappropriée pour ses utilisateurs. Elle digère Welbeck et recrache des chansons feel-good à la place. Ce n'est pas anodin, c'est une question de contrôle de la mémoire culturelle. Qui décide de ce qu'un modèle peut reproduire? C'est qui décide, en partie, de ce que la culture d'une époque est capable de se rappeler. Si les grands modèles de langage, qui deviendront probablement l'infrastructure de la production culturelle mondiale, ne peuvent pas imiter Céline, Welbeck ou Sade, une partie de la littérature du XXe siècle devient techniquement inapprochable via ces outils. Pas interdite, juste hors de portée. Et la réaction de Welbeck face à tout ça est en elle-même instructive. En mars 2026, une courte vidéo circule. On lui demande ce qu'il pense des textes générés par l'IA. Sa réponse : « J'ai lu pire dans ma vie. » Ni scandale, ni angoisse existentielle sur la mort de l'auteur. Juste le constat d'un homme qui a passé 30 ans à écrire sur la médiocrité tranquille de son époque et qui y voit une confirmation de plus. Chapitre 5. La grille. Ce n'est pas une conclusion, c'est un outil. Pour ceux qui prennent des décisions dans un monde technologique et ont besoin de lire autrement que les communiqués de presse. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? La tentation serait de conclure que Welbeck a raison et la Silicon Valley tort. Ce n'est pas la bonne lecture, et ça ne fait avancer personne. La grille utile est celle-ci. La fiction noire n'est pas pessimiste par caprice. Elle est pessimiste par méthode et pose systématiquement la question que le business plan évite. Qui absorbe le coût ?
Quand Houellebecq imagine en 1998 une humanité qui disparaît parce qu'elle a optimisé toute souffrance hors de son existence, il ne dit pas que le progrès est mauvais, il dit que toute optimisation a un coût différé, et que ce coût, en général, est payé par ceux qui n'étaient pas dans la salle quand la décision a été prise. C'est exactement la question qui manque dans la plupart des discussions sur l'IA générative aujourd'hui. On parle de gains de productivité, d'automatisation, de scalabilité, mais le coût différé sur les emplois cognitifs, la capacité d'attention et la confiance dans les images et les textes est traité comme un problème de communication, pas comme une variable centrale du modèle. Houellebecq met le coût différé au centre, non pas parce qu'il est plus intelligent que les ingénieurs de Google, mais parce que son modèle économique l'y oblige. Son lecteur veut être dérangé, pas rassuré. La leçon transférable est peut-être celle-là. Avant de lancer un projet technologique, avant de signer un contrat, avant de parier sur une tendance, lire un roman noir sur le sujet. Pas pour trouver des réponses, pour trouver les questions que personne dans la salle n'a posées, celles que seul quelqu'un qui n'a rien à vendre peut se permettre de formuler. Houellebecq a vu le deepfake, le clonage, le post-humain, parce qu'il suivait la logique du présent sans avoir besoin que ça finisse bien. C'est une compétence rare. Dans une époque où tout le monde vend un avenir radieux, c'est peut-être la plus utile qu'on puisse cultiver. Vous écoutiez Ce que Houellebecq a vu, que l'IA ne voulait pas voir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le à quelqu'un qui devrait lire plus de romans noirs avant sa prochaine réunion stratégique.